Bonjour, Antoine Janet. Je m'occupe de la rénovation énergétique et de la construction durable pour Isover et Placo. Donc, j'essaie de coordonner ces sujets-là dans les territoires avec nos équipes sur le terrain. On entend souvent parler de confort d'été et ce qui est important, je trouve, quand on parle de ça, c'est d'essayer de comprendre quels sont les leviers les plus efficaces pour pouvoir intervenir sur le confort d'été. Quelle est la bonne approche pour pouvoir avoir des travaux le plus efficaces possible et qui vont permettre d'amener du confort aux utilisateurs. Une des erreurs qu'on a tendance à faire quand on parle de confort d'été, c'est qu'on a tendance à se focaliser, notre réflexion en tout cas a tendance à se focaliser à l'échelle du matériau. Alors qu'on doit et on devrait systématiquement réfléchir alors à l'échelle de l'utilisateur, mais au minimum, je dirais à l'échelle du bâtiment. À l'échelle d'utilisateur parce que, entre, un jeune enfant, une personne âgée et cetera, notre sensation de confort et d'inconfort n'est bien évidemment pas la même. Entre une personne qui est active et une personne qui est statique devant son bureau, la perception du confort ne sera pas la même. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de raisonner à l'échelle de l'utilisateur, voire à l'échelle du bâtiment. Nous, on fabrique, différents types de matériaux, j'y reviendrai tout à l'heure chez Isover, mais ce qui est important, c'est toujours de raisonner, à l'échelle du bâtiment. Ensuite, là, sur ce graphe, ce que j'ai voulu vous présenter, moi, c'est un retour d'études, des résultats d'études sur quels sont les leviers les plus efficaces pour pouvoir intervenir sur le confort d'été. Ce dont on se rend compte, c'est que la surventilation nocturne, par exemple, est un des leviers les plus efficaces pour réduire la température intérieure. Sur le confort, avant de chercher à baisser la température, ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant quand même, heu, il faut aussi intervenir sur les occultations. C'est-à-dire que avant de chercher à rafraîchir un bâtiment, on en a parlé d'ailleurs beaucoup cet été, je ne sais pas si vous avez eu pas mal d'articles dans la presse à ce sujet sur, des volets à Paris notamment. Ouais. Heu, il faut d'abord se protéger de la Oui, ça sert à rien de mettre une clim si on a le soleil qui rentre, plein pot, par les baies vitrées, parce que du coup, ça va coûter beaucoup d'énergie, Ah bah, c'est certain ouais. et ça ne sert à rien d'avoir une démarche pour augmenter, pour améliorer le confort d'été, si vous ne vous protégez pas de toute façon des apports solaires. Je vais vous prendre un exemple, tout bête. Si vous êtes, en toiture, en été, sous des rampants, dans des combles aménagés, si vous avez une fenêtre de toit, qui n'est pas avec un store extérieur, qui n'est pas protégé, vous pouvez faire ce que vous voulez comme type de travaux de rénovation énergétique, vous n'arriverez pas à rendre les locaux, confortables, d'accord? Il faut d'abord, c'est un préambule, intervenir sur l'occultation et j'ai précisé tout à l'heure qu'il fallait raisonner à l'échelle de la paroi. Il n'empêche que quand on traite les combles, il s'agit de la toiture et en été, on sait que les toitures sont encore plus exposées que le reste de l'année, hein, au soleil. Il faut d'abord intervenir sur ce levier-là. Ensuite, on va effectivement travailler sur la surventilation nocturne. Après, il y a un indicateur qui est un indicateur, un levier qui est toujours très efficace aussi bien en hiver comme en été, c'est d'intervenir sur la résistance thermique de la paroi. C'est-à-dire que pour qu'un bâtiment soit confortable en été, il faut qu'il soit fortement isolé. D'accord? Donc si je reprends l'exemple d'un mur ou des combles, eh ben, on va ajouter un isolant, quelle que soit sa nature, côté intérieur ou extérieur et cetera, en fonction des contraintes, hein, parce qu'en rénovation, on fait aussi avec les contraintes de l'existant. Mais on va essayer, d'isoler au maximum, la paroi. On va intervenir sur les protections solaires comme je vous l'ai précisé et puis ensuite on va essayer, alors en rénovation c'est pas toujours possible, mais de travailler sur la classe d'inertie et du bâtiment et je précise bien du bâtiment parce que, en fait, l'inertie, c'est ce qui va permettre entre guillemets de réguler les fluctuations de température mais ça n'a du sens que de travailler à l'échelle du bâtiment. Souvent, on entend, parfois dire qu'il faut avoir des isolants qui soient plus lourds, plus denses et cetera pour pouvoir amener du déphasage et cetera à l'échelle du bâti. Nous, ce qu'on constate, les retours d'expérience qu'on fait sur le terrain, c'est que c'est un levier qui n'est pas assez efficace. Il est plus judicieux d'intervenir sur la performance de l'isolant que sur sa masse volumique, en quelque sorte. Alors pourquoi on constate ça? Parce qu'en fait, quand on raisonne encore une fois à l'échelle du bâtiment, ce dont on se rend compte, c'est que le poids de l'isolant, représente une part tout à fait marginale du poids du bâti. Donc, même si on choisit, nous, il se trouve qu'on est fabricant, multimatériaux d'isolants. On fabrique des isolants en laine de verre, en laine de roche, en fibre de bois, en laine de coton. Donc on a des isolants, plus ou moins lourds, en quelque sorte.
avec des lambdas de plus ou moins performants en fonction de la nature des matériaux. Ce dont on se rend compte, c'est que, de vouloir intervenir sur la masse volumique et donc le déphasage de l'isolant, utiliser ce levier-là, c'est pas un levier qui est le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, on intervient que sur une part tout à fait marginale du poids du bâti. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur 1 du poids de la maison, du poids de la logement, du poids de l'école et cetera. Le poids de l'isolant, c'est 750 kilos. Une maison, quand on prend ce comparatif, on est entre 70 et 100 tonnes. Mais on sera toujours dans cette échelle de grandeur-là et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'on est à chaque fois limité par la caractéristique même de ce matériau, qui sont de toute façon des matériaux légers et dont le job, excusez-moi l'expression, ce n'est pas de stocker de l'énergie, mais c'est de réduire la diffusion d'un flux d'énergie. Donc même si on regarde, et encore une fois, si on focalise à l'échelle du matériau, même s'il est vrai que dans certains cas, il peut y avoir du déphasage, mais uniquement quand on regarde la nature du matériau, l'énergie déphasée est infime par rapport à ce que amener une paroi lourde, où je prenais l'exemple tout à l'heure d'une fenêtre sur toit, une fenêtre sur toit qui n'est pas protégée. Là, pour le coup, vous avez des flux énergétiques qui sont extrêmement forts. Oui, vous voulez dire, ce j'entends, c'est on se bloque des fois sur des éléments de détail sur l'isolant, Tout à fait, alors que l'enjeu, il est beaucoup plus large que ça. c'est ça. Ça serait plus simple de mettre presque des graviers dans le salon et du coup, ça serait, si on veut rajouter du poids et de la capacité de l'inertie, Beh, on met, ouais, vous avez c'est raison. Quand on regarde l'aéro 2020, par exemple, un des indicateurs qui permet, de travailler sur l'inconfort estival, hormis le fait de encore une fois, hors surventilation, c'est-à-dire hormis le fait d'avoir 2 fenêtres, par exemple, traversantes qu'on puisse ouvrir. Un des leviers qui va nous permettre de changer de classe d'inertie un bâtiment, c'est d'intervenir sur le nombre de parois lourdes. Donc c'est ce qu'on fait en fait, ouais, on le fait pas en gravier bien évidemment, mais, au lieu d'utiliser un plancher bois, on va utiliser un plancher béton. ouais. Donc ça va poser d'autres questions d'un point de vue carbone, mais c'est à travers le nombre de parois lourdes qu'on change la classe d'inertie d'un bâtiment. Non, mais la démonstration a été édifiante, donc merci à vous de la faire en termes de poids.